Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre aux 20 heures. À la une ce soir, la province du Kwilu en deuil. On est toujours sans nouvelles de 9 personnes noyées dans la rivière Mai-Ndombe, dont 3 députés provinciaux. Tous ont quitté Bandondoville pour Kinshasa à bord d'un véhicule dont les freins auraient lâché. Retour du couple présidentiel ce jeudi à Kinshasa. Les gens se sont déplacés en masse pour l'accueillir. Forces politiques et autres Congolais ordinaires. Le président de la République a fait escale sur les lieux de l'incendie à Debonum pour réconforter les familles des victimes. Le grave brûlé justement de cet incendie d'hier au quartier des Bonhommes a succombé à ses blessures. On compte 8 autres brûlés, des habitations et plusieurs véhicules calcinés. Le feu serait parti d'une explosion dans un dépôt de stockage de carburant. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir. Beaucoup piaffé d'impatience du retour de Félix Antoine Tshisekedi parti pour des soins de santé en Belgique. Le couple présidentiel a regagné Kinshasa aujourd'hui. Plusieurs colonnes de personnes l'attendaient sous la pluie avec des messages de bienvenue. Tous unis comme un seul homme, Quinois et Quinois, tous âges confondus, étaient impatients de revoir le premier des Congolais. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi matin, puis des bénédictions, que l'avion transportant le couple présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la très distinguée première dame, est rentré au pays plein de vitalité. À sa descente d'avion, le président est salué par les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, son directeur de cabinet et plusieurs autres autorités présentes à l'aéroport. À l'intérieur du pavillon présidentiel, les membres du gouvernement s'étaient arrangés pour réserver un accueil délirant au président de la République. Le cortège présidentiel s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction Cité de l'Union africaine. À l'extérieur de l'aéroport d'Ndjili, les militantes et militants ont manifesté l'euphorie. Nous sommes venus pour accueillir notre président de la République et surtout qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont parlées. Oh, il est mort, il n'est plus vivant. Alors on s'est dit, nous allons cette fois-ci arriver à l'aéroport nous-mêmes, le voir, pour que nous puissions savoir comment parler aux autres personnes qui sont dans le province. Il est bien portant. S'il était malade, il ne devait pas venir. Il est en bonne santé. C'est comme ça qu'il est venu. Nous sommes très contents de voir notre président de retour. Vraiment, pour moi, je suis vraiment très contente. Et puis tout le monde, toute la société, nous sommes vraiment très contents de recevoir notre président de retour. Félix Antoine Tshisekedi, avec une minerve au cou, est descendu pour saluer la population. Aussitôt arrivé, le chef d'État, en un bon père de famille, est allé compatir au malheur qui est arrivé aux habitants du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete, victimes de l'incendie causé par les mauvaises conditions d'entreposage du carburant la nuit du mercredi. Bon, on va reprendre. Il faut noter que le président de la République a passé 11 jours en dehors de la République démocratique du Congo. Plusieurs formations politiques membres de l'Union sacrée de la nation se sont amassées le long du parcours du cortège présidentiel. La FDC en fait partie, ainsi que les opérateurs économiques dont la société Pain Victoire. Regardez ces images commentées par Cédric Keninambo. Au pays ce jeudi 17 mars 2022 au terme d'un séjour médical en Belgique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accueilli en triomphe par des milliers de militants des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation.
Présent à l'aéroport international de Ndjili, aux côtés du comité d'accueil constitué essentiellement des chefs des institutions, les partis membres de l'Union sacrée de la nation ont réservé un accueil digne aux chefs de l'État. Ils ont bravé la pluie, prouvant ainsi une fois de plus leur attachement au chef de l'État après un séjour privé médical à Bruxelles. Comme dans ses habitudes, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti cher au président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, a fait une mobilisation impressionnante de ses militants. Sous l'encadrement de la présidente nationale par intérim, Marie-Jacqueline Rumboukazang, les cadres et militants de l'AFDC étaient très nombreux le long de grandes artères de la ville-province de Kinshasa pour souhaiter un bon retour au pays à leur candidat pour la présidentielle de 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un retour au pays qui illustre bien l'attachement des Congolais, Quinoises et Quinois en particulier au chef de l'État. Dans les lots des mouvements associatifs, partis politiques, monde des affaires, figurent également certaines entreprises privées œuvrant dans le social, à l'image des celles de panification Pain Victoire. Calico en main, t-shirt à l'effigie du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le temps s'est arrêté pour immortaliser l'instant de ses retours, loin d'être ordinaires. Sous la pluie, après la pluie, Pain Victoire a fait montre de son attachement aux institutions du pays, à l'ordre constitutionnel, mais aussi et surtout à la première des institutions du pays qui est le président de la République. Sous une petite pluie battante, le ciel pleinement bleu, à 10 heures locales, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, regagne Kinshasa, la capitale de ce pays, après un petit séjour en Belgique où il a eu à se faire soigner. Dans la foule, un CRIC, Cercle de réformateurs intègres du Congo, parti politique à l'UDPS, que dirige Stéphanie Mbombo, est ému de voir le père de la nation congolaise rentrer à la maison après plusieurs rumeurs sur son état de santé. Sachez que le chef de l'État congolais est plus que motivé pour rendre le social de son peuple actif et CRIC le soutient totalement en accompagnant sa vision. Que s'est-il passé hier au quartier des Bonhommes? C'était le déluge. Puis les flammes ont embrasé des véhicules, des habitations. Tout serait parti d'un incendie dans des dépôts de stockage de carburant. Le ministère des Hydrocarbures porte plainte contre la propriétaire de ces dépôts, Séverine Pascal Katanda. C'est autour de 20h du mercredi 16 mars que les habitants du quartier des Bonhommes, non loin du pont Matete, ont vu ce feu apparaître, avancer à grande vitesse et consumant tout sur son passage jusqu'à atteindre les alentours de la station Engène. Les dégâts sont très considérables. Il s'agit d'un incendie d'un dépôt de carburant hors norme. L'ironie du sort est que le propriétaire serait un cadre du ministère des Hydrocarbures dont le tutélaire est engagé dans la lutte ferme contre les mauvais stockages de produits pétroliers. Le ministre national des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, est descendu sur les lieux dans la même soirée pour se rendre compte de l'ampleur du sinistre. On dit qu'il y a une dame qui tient ici, apparemment elle est des hydrocarbures, elle fait le stockage, mais je pense que ça, c'est pas le stockage. Le ministère va se porter partie civile, il va porter plainte dès demain matin et il faudra appréhender cette dame-là. On va sortir une commission dans les 48 heures qui va aller fouiller tous les dépôts clandestins, que ce soit à Mariano. Je sais qu'on va me taper demain, on va lancer des pierres sur moi, on va dire n'importe quoi sur moi, mais ils vont fouiller, on va prendre tous les produits clandestins, on va enlever ça partout parce qu'il y a eu le problème à Maluku, il y a maintenant ici, on ne va pas continuer dans ça. Le rétablissement de responsabilités et l'identification de l'origine de l'incendie ont poussé le ministre provincial de l'Intérieur, Didier Tengetelito, à convoquer les bourgmestres de communes de Massina et Limete. Le bilan est quand même assez lourd parce que vers minuit, il y a eu quand même 8 victimes. Dans les 8 victimes, il y avait un enfant de 13 ans qui a été brûlé pratiquement au-delà du 2e degré, qui malheureusement en fait, a succombé de ses blessures. Et puis il y a 7 autres blessés qui en fait par la suite ont été acheminés au niveau de l'hôpital Akram, qui se trouve en fait au niveau du quartier Salonga Limité, et puis un autre hôpital au niveau de la commune de Matete. Et les bourgmestres ont été instruits de fermer toutes ces activités. Selon le ministre Didier Boudimbu, cet incendie n'est qu'une expression éloquente de la mauvaise conservation de carburant et promet de déployer une commission sur terrain pour fermer tout le dépôt de carburant clandestin.
Un autre drame, c'est au Kwilu. Une Jeep s'est retrouvée dans la rivière au niveau du pont Maïndombe. Sur 11 passagers, 4 députés provinciaux, 3 sont morts. Confirmation avec le président de l'Assemblée provinciale. On l'écoute. Vraiment en bon état. Il était au total au nombre de 11 passagers arrivés au niveau de les freins de la Jeep ont cédé et ils sont tombés dans la rivière Maïndombe jusqu'au fin fond. Donc pour le moment où je vous parle, du côté des députés, il y a 3 députés qui sont portés disparus. Il y a l'honorable Nkoussou, l'honorable Ifumu et il y a l'honorable Ndiba. Il n'y a qu'un seul rescapé parmi les honorables. Il y a honorable Gatola Franck. Et puis il y a d'autres passagers aussi qui sont portés disparus. Pour le moment où je vous parle, je suis en route vers les lieux de l'accident pour chercher comment dépêcher les corps. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le moment. De l'éclairage annoncé sur certaines agglomérations des Bangui en République centrafricaine et sur Zongo en République démocratique du Congo. Il s'agit des projets intégrateurs entre les deux pays. D'ailleurs, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a échangé sur la question avec le ministre congolais de l'énergie Olivier Mwenze. Joseph Oscar Mbal. La RDC et la République centrafricaine, 2 États voisins avec une histoire commune. Ces 2 pays entretiennent de bonnes relations dans différents secteurs de la vie, notamment l'électricité. D'ailleurs, une partie de la ville de Zongo est déjà éclairée grâce à cette coopération. C'est ce qui justifie la présence du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukaleng, à Bangui. Au nom du chef congolais, Olivier Mwenze a été reçu par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Un vaste projet d'électrification de la province du Nord et du Sud du Bangui sera exécuté après la signature d'un accord par les 2 chefs d'État au mois d'avril prochain. C'est l'inverse. Nous avons une localité, une ville de la RDC, Zongo, et d'autres localités qui vont bénéficier du projet Voali, un projet qui a été financé par la Banque africaine de développement, qui va produire de l'électricité que les populations congolaises vont pouvoir partager avec leurs frères de la République centrafricaine. Une forte délégation congolaise mixte composée de la SNEL SA et de la présidence de la République, conduite par les directeurs de cabinet adjoint du chef de l'État, Mondonga, a accompagné l'émissaire du président de la République à la traversée de l'autre rive de la rivière Ubangi via le port de Zongo. Quelques années après la mise en service de la centrale hydroélectrique de Mobaï-Mbongo, la RDC fournissait de l'énergie électrique à la République centrafricaine via la centrale hydroélectrique de Mobaï-Mbongo. 2 journalistes congolais ont raflé le titre des meilleurs présentateurs des journaux télévisés et parlés d'Afrique francophone. Eric Ambago de Top Congo et Julie Melia du groupe Univers TV. Les 2 lauréats ont présenté leur prix au président du Sénat, Modeste Bahati. Sandra Nyangitabou. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a accordé une audience ce mercredi 16 mars 2022 à une délégation des journalistes membres du réseau panafricain des journalistes, section RDC, en son cabinet de travail. Conduits par Monulf Bossio, ces chevaliers de la plume et du micro sont venus présenter à Modeste Bahati les prix raflés par les journalistes RD congolais lors de la cérémonie de remise de trophées aux meilleurs présentateurs des journaux télévisés et parlés d'Afrique francophone qui se sont distingués dans leur travail. L'événement haut en couleur avait eu lieu le 25 février dernier à Brazzaville et était parrainé par Denis Sassou Nguesso, le président de la République sort du Congo-Brazzaville. Pour cette édition 2022, 2 journalistes de la RDC étaient sur le podium.
Il s'agit d'Eric Ambago de Top Congo FM, élu meilleur présentateur radio, et Julie Melia Moulandama du groupe Univers, élue meilleure présentatrice TV. Ces professionnels des médias ont choisi l'honorable Modeste Bahati pour lui présenter ces trophées. Il justifie ce choix par le fait qu'il dirige une institution qui est l'émanation de toutes les provinces du pays, dont Kinshasa. Modeste Bahati a pour sa part, au nom de toutes les 26 provinces de la RDC, salué le professionnalisme de ses compatriotes qui ont fait hisser le drapeau de la RDC à Brazzaville devant une quinzaine d'autres pays lors de cet événement. Nous sommes dit qu'il fallait voir monsieur le président. Il est qui? Il est le président du Sénat. Le Sénat, c'est quoi? C'est l'émanation des 26 provinces du pays, donc de l'ensemble du territoire national. Nous n'avons pas le moyen de faire la ronde de 26 provinces. Et quand on vient à une institution pour honorer cette institution, présenter les trophées par son canal, c'est le peuple congolais dans son entièreté à qui nous avons présenté ces trophées. Nous l'avons choisi en tant qu'institution et puis en tant que celui qui a vraiment une bonne amitié avec le journaliste que nous sommes. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a également reçu dans son cabinet de travail une importante délégation des députés tanzaniens venus lui présenter des civilités. Cette délégation a aussi abordé avec le speaker de la Chambre haute du Parlement des questions liées aux relations diplomatiques entre la RDC et la Tanzanie. Tracasserie routière sur la nationale numéro 1, Daniel Asselo a dénombré plusieurs barrières illégales sur sa route vers Kenge, des points de contrôle où se pratique la corruption. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a annoncé des mesures. José Baïtombo, reportage. C'est vraiment un problème. Je ne sais pas quelle décision il faut prendre pour qu'effectivement ces barrières puissent cesser. Mais ça revient toujours. Il faut des mesures d'accompagnement, il faut des décisions fortes. Des cris comme ça, on les entend tous les jours sur toute l'étendue du territoire national. C'est les ras-le-bol des usagers de la route, commerçants et autres passagers obligés de s'arrêter plusieurs fois devant la multitude des barrières pour y laisser quelques sous et obtenir le droit des passes. 2 ou 3 punais ou encore les bidons d'huile et de troncs d'arbres sont érigés en barrière. De Kinshasa à Kenge dans la province du Congo, environ 260 km, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, en une tournée pour enquêter sur les barrières illégales, en a répertorié une dizaine. La plupart tenues par la police des circulations routières, greffées d'autres services. Visiblement, à l'annonce de l'arrivée du patron de la territoriale, certaines barrières ont disparu. Des pneus cachés ont été retrouvés derrière les maisons et dans la brousse. Les voyageurs qui ont eu la chance d'arriver au même moment avec Daniel Asselo Kitowakoy à ces différentes barrières ont échappé à ces contrôles illégaux sur tous les trajets, ont-ils témoigné. Parti de Kinshasa le mercredi 16 mars pour Chikapa, à près de 1000 km de la capitale, Daniel Asselo va s'enquérir d'abord de la situation des barrières érigées sur les routes nationales. Sont-elles illicites ou non, avant de prendre des mesures qui s'imposent afin de lutter contre les tracasseries routières, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Récupération définitive par l'État congolais des titres, licences et permis miniers et pétroliers auprès du groupe Ventura de Dan Gettler, des titres qui représentent plus de 2 milliards de dollars américains. La cérémonie a eu lieu au Palais de la Nation. Quelques semaines après la conclusion d'un accord entre le gouvernement de la RDC et Ventura, de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler, le 24 février 2022, l'heure est à la phase exécutoire du dit accord avec en toile de fond la restitution des titres, permis et licences détenus par le groupe Gettler, ainsi que la signature de la documentation définitive relative à l'exécution de l'accord du 24 février dernier. C'est une phase très importante qui a réuni dans la salle du 24 janvier 2019 du Palais de la Nation les ministres d'État, ministres en charge respectivement de la justice et garde des Sceaux, Madame Rose Mutombo, et du portefeuille Princesse Adèle Kainda, les directeurs de cabinet du chef de l'État Guilain Niembo, les ministres des hydrocarbures Didier Boudimbo, les vice-ministres des mines Motemona et des responsables de Ventura, de la Gécamine et de la Sokumo.
Au total, 4 accords ont été signés entre le gouvernement de la RDC et Ventura, à savoir la documentation définitive relative à l'exécution de l'accord du 24 février, les accords transactionnels sur les blocs pétroliers des Graben-Albertine, sur les royalties KCC Mutanda et Metal Col et sur le projet Moku Beverendi. La ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux s'y construit tout l'intérêt de la cérémonie de séjour. Tout est parti du 24 février passé. On a eu à signer le protocole d'accord avec Ventura. Et aujourd'hui, c'est vraiment une date historique puisqu'il y a eu transfert des titres et permis que détenait Ventura. Et je crois que c'est l'exécution même de notre protocole d'accord qui a commencé. Nous souhaiterons vraiment que ce transfert qui a été fait porte bonheur à la République démocratique du Congo. Tout est bien qui finit bien. Henri Tongavo, représentant de Ventura, s'en réjouit. Nous avons concrétisé ce qui a été commencé le 24 février. Nous avons pratiquement transféré le titre, tout ce que nous avons détenu dans nos sociétés, que ce soit les blocs pétroliers, que ce soit le bloc de le permis minier, nous les avons transférés auprès de la République démocratique du Congo par l'entremise de Madame la ministre de Justice. C'est un accord à l'amiable, tout s'est passé dans le calme et nous disons merci à tous ceux qui ont collaboré, qui ont participé afin que nous puissions aboutir à la concrétisation de ce que le président a bien voulu faire. Outre les billets à ordre obtenus, l'accord entre le gouvernement de la RDC et Ventura permettra à l'État congolais de récupérer les actifs miniers et pétroliers litigieux du groupe Gertler, évalués à plus de 2 milliards de dollars américains. À noter que ce travail est le fruit d'une commission ad hoc mise en place par le président de la République. Lutte contre la criminalité financière en RDC, l'administration Biden s'associe à l'État congolais pour renforcer le partenariat. Le sous-secrétaire d'État américain à Kinshasa a eu une séance de travail avec le staff de la CNRF, Guy Matundu. La cellule nationale de renseignement financier s'est résolument engagée dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Elle bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires, parmi lesquels le département d'État américain. Son sous-secrétaire au Trésor apprécie les efforts fournis par cette cellule et encourage le secrétaire exécutif Adler Kissula à continuer ses efforts de lutte contre les antivaleurs. Critical fight against corruption that is really being led. Je suis ici pour d'abord féliciter l'énorme travail qui est fait par le CNRF. Et comme vous le savez, nous sommes là pour soutenir cette activité et donc nous allons nous assurer que nous ne permettrons pas à ceux qui pourront utiliser notre système financier pour financer le terrorisme. Les diplomates américains en poste à Kinshasa saluent les actions sur terrain de la CNRF. Le travail de la CNRF est essentiel dans ce projet pour combattre le blanchissement, le financement du terrorisme et on doit soutenir les efforts de la CNRF et des autres qui font ce combat parce que c'est pour le bien du peuple congolais. La RDC a un potentiel énorme, on le savait bien. Mais pour réaliser ce potentiel, c'est vraiment important que l'argent du peuple est utilisé pour le peuple. Pour Washington, la CNRF fait partie intégrante du partenariat privilégié pour la paix conclu avec le gouvernement congolais. Des canards boiteux dans le portefeuille de l'État, le gouvernement Sama Lukonde tient à requinquer les entreprises publiques. La ministre d'État Adel Kaïnda au portefeuille a tenu une réunion d'urgence élargie aux experts de la Banque mondiale sur la question. Angèle Mabiala, Elitumba.
Après la signature du contrat d'exploitation et des maintenances du réseau des fibres optiques de la SOCOF, il était opportun de faire une réunion de mise au point. La Banque mondiale voudrait connaître la vision du gouvernement sur la restructuration de la SCTP, de la Société commerciale de postes et télécommunications et l'ensemble des réformes des entreprises de manière générale. En fait, je pense qu'il y a un partenariat qui est assez positif avec un gouvernement qui a une vision claire et qui regarde de plus en plus le numérique en tant que moteur de croissance et puis par rapport à ça, une stratégie de réforme du secteur et notamment des entreprises publiques pour mener cette vision. Au nom du gouvernement, la ministre d'État en charge du portefeuille a remercié la Banque mondiale pour son accompagnement dans les secteurs clés dont l'eau et l'électricité et l'enveloppe de 600 millions de dollars américains disponibilisés à la Régie des eaux et la SNEL pour un nouveau projet. Le projet CAP5 pour la fibre optique et le contrat de partenariat public-privé qui vient d'être signé entre la SOCOF et Fast Congo. La princesse Adèle Kainda Maïna a fait part de la vision du gouvernement à ses invités des marques. Pour la SNEL, il y aura une transformation interne. Donc, c'est plus avec la distribution que le PPP doit intervenir avec les compteurs intelligents, tout ça, qui va arriver à rationaliser la gestion de la SNEL. Et ça sera pareil aussi pour la régie des eaux. Pour la poste, nous devons définir télécommunications et puis fibre optique. J'ai aussi encore ces projets pour ce qui concerne la RVR. Les discussions techniques vont se poursuivre entre les équipes de la Banque mondiale, la SCPT et les COPIREP. On fait le bilan du programme national de l'hygiène aux frontières. Après 2 années aux commandes, Dr Ndungi Ndungi est revenu sur les réalisations de son équipe. Il a également réagi sur les accusations de détournement de fonds Chati-Kiweme. Contrairement aux allégations sur une prétendue mauvaise gestion des fonds au programme national de l'hygiène aux frontières, le directeur national de ces programmes apporte un démenti. Mais en rapport avec le détournement, tout est décentralisé et tout est bancarisé. C'est difficile qu'on puisse dire, voilà, on a détourné autant d'argent. Non, nous n'avons même pas produit cet argent, même pas la moitié de ces montants-là au niveau du port de Matadi ou bien au niveau du Congo central. Je peux rendre disponible tous les relevés bancaires par rapport à afférents. Et puis, ce ne sont pas les agents du programme qui perçoivent. Il y a une société qui est placée, qui nous assiste à la perception. Nous avons pu, avec fonds propres, acheter 2 ambulances médicalisées avec les fonds propres et en respectant la procédure des passations de marché. Dédé Ndungi, une fois placé sur une échelle des valeurs, affiche une courbe ascendante. Nous sommes partis, avant que je ne vienne, c'est autour de 30 milliards de production, mais à ce jour, on est à 114 milliards de production. Ça signifie que nous avons multiplié nos recettes à plus de 400%. Et ça, ce sont des données vérifiables, même au niveau de la DGRALD, au niveau de Sidonia, de la DGDA. Vous trouverez toutes ces données et je crois que j'ai rendu disponible pour que vous puissiez avoir une idée sur ce que nous avons fait. Le service de l'hygiène aux frontières est un filet de sécurité pour des maladies à l'interne comme à l'externe. Comment mettre fin aux évacuations des malades congolais à l'étranger? Le ministère de la Santé fait le choix de renforcer les capacités des prestataires de soins et des services de santé. Le lancement officiel du processus de réforme hospitalière a été fait par le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani. Reportage, Diane Balaka. Le système sanitaire congolais connaît aujourd'hui d'énormes difficultés dans l'ordre de service. C'est pourquoi redorer l'image de marque de ces secteurs de la santé publique, de l'hygiène et de la prévention devient une des priorités du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Cette vision du président de la République prend de plus en plus forme au lancement officiel du processus de la réforme hospitalière des prestations de soins et de services de santé du pays. C'est la raison de la relance de cette double réforme amorcée au ministère de la Santé publique. Au mois de mars 2010, le ministère de la Santé publique a élaboré le plan national de développement sanitaire 2011-2015, première génération, qui constitue
le plan de mise en œuvre de la stratégie de renforcement du système de santé. Ce plan a été revisité en 2016, puis en 2019. Cette double réforme doit aussi répondre aux multiples défis de la couverture santé universelle, de la qualité des services et de soins de santé viables au prix d'un coût accessible à tous. D'abord, comment faire pour faciliter aux différents villages l'accès aux soins hospitaliers. Le niveau de réponse doit trouver l'hôpital qui soit capable de fournir des soins spécialisés. Car cette réforme a, entre autres, pour objectif de contribuer à l'amélioration de la couverture santé. Et ce, à travers le renforcement de capacités des propriétaires offrant des infrastructures sanitaires répondant aux normes et garanties du bien-être physique, mental et social de la population bénéficiaire de la mère à l'enfant et beaucoup d'autres groupes spécifiques. Des formateurs venus des Pays-Bas pour renforcer la qualité des jeunes étudiants dans l'entrepreneuriat. Ces formateurs ont été conduits auprès du ministre d'État aux petites et moyennes entreprises, Eustache Mouanzi, par l'ambassadeur de la Hollande. Ensemble, ils ont échangé sur différents modules à dispenser. Mireille Ndeke, Silovondi, explication. Les étudiants sont parmi les acteurs indispensables dans la création d'une classe moyenne en RDC en vue de matérialiser la vision du chef de l'État, celle de créer les millionnaires congolais. Les ministres d'État en charge de l'entrepreneuriat, Maître Eustache Mouanzi, ont fait son cheval de bataille grâce au projet Prodige destiné à inculquer aux jeunes Congolais des notions entrepreneuriales à travers les écoles et les universités. D'où cette rencontre de ministres d'État, Maître Eustache Mouanzi Moubembe, avec une délégation du Royaume de Pays-Bas sur le premier module de formation aux formateurs sur l'entrepreneuriat à Kinshasa, avec à sa tête l'ambassadeur du Royaume de Pays-Bas en RDC. On a eu un échange avec son Excellence le ministre sur une formation, sur un projet qui va introduire et renforcer au niveau des universités de la RDC la capacité d'entrepreneuriat. Il s'agit d'un projet de co-création par rapport à l'enseignement à l'entrepreneuriat. Il s'agit des compétences transversales qui agissent en fait sous l'innovation, qui aident les étudiants à prendre des risques, à prendre des décisions vitement et aussi à créer de la valeur sociale et économique pour eux-mêmes, mais aussi pour la ville de Kinshasa et pour tous les pays de la RDC. Il y a lieu de rappeler que ce premier module qui se tient déjà depuis le 14 mars va prendre fin le 18 mars 2022. L'objectif poursuivi est d'inspirer, soutenir, renforcer les capacités des universités et instituts congolais à la mise en œuvre du programme qui aidera les étudiants pour accroître leurs connaissances en entrepreneuriat et le préparer à devenir de jeunes entrepreneurs prospères. Lancement aujourd'hui des travaux de lutte anti-érosive à Zamba Télécom dans la commune de Mongafula. C'est une réponse du gouvernement à la demande des habitants de ce coin. Eurydice Kitutomodiri. C'est une promesse qui devient une réalité. Le lancement ce jeudi de travaux de réhabilitation de la route Zamba Télécom menacée par une tête d'érosion de 400 mètres est un engagement ferme du ministre d'État des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro-Mouvouni. L'équipe complète est là. Nous avons tous travaillé ensemble, bien sûr en associant aujourd'hui également la population qui va en quelque sorte être témoin, mais aussi à qui nous demandons en même temps de pouvoir veiller à ce que les choses se fassent correctement. Et donc voilà, nous sommes venus concrétiser la promesse que nous avions faite à la population, que le mois de mars ne passerait pas sans que les travaux puissent démarrer ici, à Zamba Télécom. Le coût atteignait à peu près 7 900 000 $. Nous avons demandé au FONER d'abord de financer les ouvrages, et puis au niveau des institutions, nous allons voir comment est-ce que cet argent va leur être restitué. Il sera question de maîtriser l'érosion et réhabiliter la route sur une longueur de plus d'1 kilomètre. Les travaux seront exécutés par l'entreprise SGCD et suivis par l'Office de voirie et drainage, maître d'ouvrage délégué sous le contrôle du BTC. Justice, des jugements iniques, des tensions arbitraires, des prisonniers retenus parfois sans dossier, constat fait par la ministre d'État à la Justice, Rose Mutombo, après une visite surprise au parquet de Kalamu et de Kinshasa. Oscar Mbal. Loin de son bureau huppé de la Gombe,
La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a effectué une visite surprise au parquet de Kalamou dans la commune portant le même nom. Rose Mutombo Kiese est allée vérifier à la source le respect des textes légaux dont les rendus des jugements en faveur des clients. Selon les informations recoupées par elle, bon nombre de jugements sont exécutés sans le respect des procédures. Des prévenus sont jetés en prison parfois pour des faits bénins. Effectivement, ça fait 3 mois que j'avais mis mes équipes au niveau de la prison pour regarder les détentions des différentes personnes. On a remarqué qu'il y a plusieurs cas de détention irrégulières et il y a des personnes qui sont condamnées, qui sont là-bas, qui n'ont plus aucun document. C'est comme ça que j'ai commencé en séjour de parcourir les différents offices pour pouvoir comparer la réalité de la prison et la réalité des offices de parquet. Cette visite de la ministre d'État Rose Mutombo constitue un signal fort pour les autres parquets disséminés à travers la République. Rose Mutombo promet ainsi des sanctions exemplaires. Écologie, initiation des élèves à la gestion des déchets en milieu scolaire. Certains des écoles de Kinshasa ont bénéficié d'un échange d'expériences avec l'association des anciens stagiaires de la JICA. Bobete Ngali Samba Papimbongo. C'est une matinée scientifique et didactique organisée ce jeudi 17 mars par l'Association des anciens stagiaires de la JICA. Objectif, sensibiliser et impliquer ces élèves, futurs cadres du pays, dans la gestion quotidienne des déchets et améliorer leur environnement immédiat. Initiative saluée par le représentant résident de la JICA, Shibata. Cette initiative, après l'expérience de stage au Japon, ça va contribuer beaucoup pour que le futur Kinshasa Bopeto. Le secrétaire général de l'ASJICA, Mathias Nzanga, explique les motivations de cette activité. Nous avons essayé de cibler les enfants pour la gestion des déchets. Nous sommes en train d'attendre un changement de comportement parce que nous avons estimé que la question de gestion des déchets, c'est d'abord un facteur lié à l'éducation. Les délégations de 4 écoles présentes à cette matinée d'échange ont bénéficié des bacs de poubelles, dont de l'ASJICA. Toutefois, l'Epelisanga Bokeleale demeure l'école pilote pour cette expérience. Elle a reçu des tricycles pour faciliter l'évacuation des déchets produits à l'école. Notons que la bonne gestion des déchets passera par le tri, la collecte et l'évacuation au dépôt de transfert jusqu'à la décharge finale. Par contre, la mauvaise ou la non-gestion des déchets est à la base de contamination et entraîne des catastrophes comme les inondations après la pluie. Modèle dans la pacification, l'honorable Isaac Frédéric Guissaro Mouroya en est un, décédé il y a 42 ans. En sa mémoire, les notables du Sud Kivu ont lancé un appel à la paix. C'était au cours d'un culte d'action de grâce. Eurydice Kitutu. C'est comme si le douloureux événement est intervenu hier et pourtant, plus de 4 décennies se sont écoulées depuis la disparition le 16 mars 1980 d'une figure emblématique de la communauté Banyamulenge. La commémoration du 42e anniversaire de la mort de l'honorable Isaac Frédéric Guissaro Mouroya a remis en surface des souvenirs impérissables dans la mémoire collective des Banyamulenge résidents à Kinshasa comme dans le reste du pays. Les témoignages se sont recoupés sous la reconnaissance qu'on lui doit et le modèle auquel doit se référer la communauté Banyamulenge. Ce culte d'action de grâce a servi de cadre autour de l'engagement pris par les uns et les autres de dire non à la guerre dans l'est du pays. C'est encore possible que là où nous avons été, là où certains ont été chassés, de rebâtir les maisons là où ils ont vécu. Oui, c'est encore possible d'écrire une nouvelle page d'histoire, une page écrite en couleur d'espoir. Parce que finalement, certes, il y a un maître de temps et des circonstances, mais ce maître de temps et des circonstances ne travaille pas seul, il travaille avec les hommes. Et ce sont les hommes qui changent les temps et les circonstances. Des appels ont été faits ici. Je voudrais faire le même appel. Nous avons une nation bénie. Nous avons une terre d'espoir.
où il y a de la place pour tout le monde. Les archives de Parlement renseignent sur la qualité des interventions de cet élu d'Ouvira dans les années 70. Et la politique, pour terminer, Victor Wakwenda, désavoué de l'UDPS, il est reproché à ce cadre du parti présidentiel la violation répétitive du statut du parti et la délocalisation du siège national. Alain Bikaï. Nous, délégués membres et signataires, vu le statut de l'UDPS Tshisekedi, à son article 16, les signataires de la présente ont, après une longue observation, constaté beaucoup d'abus dans le comportement du président du bureau, l'honorable Victor Wakwenda, qui handicape le bon fonctionnement de l'organe, notamment le non-respect des instructions de la haute autorité politique de référence du parti, demandant aux membres du bureau de la CDP de s'abstenir à faire des déclarations publiques dans des médias, les violations multiples et répétées des statuts du parti et du règlement intérieur de la CDP. Un grand dictateur, le président Victor décide unilatéralement d'écarter les autres membres du bureau. Il cumule tout. Il est en même temps président, vice-président, rapporteur et questeur, et s'est doté d'un bureau alimenté Founas qu'il a personnellement qualifié et nommé directoire IDPS Tshisekedi, délocalisant ainsi les sièges de la CDP de la permanence nationale du parti. Cette délocalisation du siège national du parti est contraire à l'article 2 du statut. Pour arrêter ces récidivismes à répétition au sein du parti, les signataires de la présente déclaration désavouent publiquement M. Victor Wakwenda Bokassa en sa qualité du président de la Convention démocratique du parti, IDPS Tshisekedi, et par conséquent les défaire immédiatement devant la Commission nationale de discipline du parti pour qu'ils soient entendus. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Restez avec nous, le programme continue.